Le talk show des professionnels des ressources humaines, c'est par ici, chaque samedi à partir de 11h, entre 11h et 13h sur les ondes de ta radio, les 98.5, Cocody FM by MCK. On a la présence du doyen Leonardo, de Linandrade et Irié, de Parker Sacco, de notre invité, notre illustre invité, Monsieur Aliman Yves Roland, directeur des ressources humaines. Et nous avons aussi la présence de Joseph Dadier qui, lui, voudrait poser une question. Alors Dadier, on t'écoute. Merci Parker. Merci bien Monsieur Yves Aliman. J'ai été vraiment ravi d'entendre tout ce développement que vous avez donné. Je tenais à vous féliciter avant qu'on le fasse, mais on a préféré revenir dessus. Vraiment, j'ai été heureux d'entendre tout ce déménagement, tout ce paramètre. Mais il faut que je dise que, heureux que je suis, je crois que beaucoup profiteront d'être aussi joyeux comme moi, de toujours profiter des mesures d'accompagnement que vos entreprises leur donnent. Vraiment, c'était une manière pour moi de vous remercier et puis de toujours vous demander de faire encore plus, parce que les gens ont toujours besoin de plus. C'est super, c'est super. Merci à toi. Alors, j'ai une question pour Yves Aliman. Un des auditeurs qui me demande est-ce que M. Yves Roland Aliman a déjà débauché un talent quelque part? Si oui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a mis dans la balance? En fait, notre auditeur est dans la prophétie parce que c'est la question que je me préparais à poser. Ah ben voilà. Donc c'est ça en fait. Voilà. Donc il faut qu'il nous dise, est-ce qu'il a déjà débauché? Parce qu'il a parlé de la concurrence tout à l'heure, mais est-ce qu'il a déjà débauché et qu'est-ce qu'il a mis en avant pour attirer ce nouveau candidat là, cette nouvelle personne? Merci Charles pour ta question. Merci à l'auditeur aussi. Alors, il faut noter que le débauchage est interdit en Côte d'Ivoire par le Code du travail. D'accord. Il est interdit de procéder au débauchage, raison pour laquelle je n'ai jamais eu besoin de débaucher qui que ce soit. Alors, Yves, on va se regarder droit dans les yeux, mot pour mot, d'accord? Oui. Donc, le débauchage étant interdit en Côte d'Ivoire, Yves Roland Aliman n'a jamais débauché. Non. Ok, d'accord. Jamais. C'est bien marqué, c'est bien noté, c'est bien pris. Nous procédons par appel à candidature, donc nos offres sont publiées. Ok. Les candidats qui sont intéressés postulent. Nous faisons la sélection. Et si le candidat qui semble être le meilleur est retenu, nous lui faisons une offre. D'accord. C'est une stratégie pensée par la direction générale dans la politique des ressources humaines de ton entreprise, au-delà du fait que l'environnement du droit ivoirien ne le permet pas. Oui, parce que toutes les politiques qu'on met en place doivent respecter en premier les règles tout à fait. En vigueur dans le pays. Donc nous nous assurons que nous sommes en conformité avec les lois locales, les lois et règlements en Côte d'Ivoire. Donc c'est une stratégie qui est un peu un classique dans les procédures de recrutement pour beaucoup d'entreprises. Après, ce qui pourrait s'apparenter à du débauchage, c'est l'exercice qu'on appelle la chasse de tête. Voilà, la chasse de tête, mais qui est une démarche réglementée, qui n'est pas faite directement par l'entreprise qui initie la mission. Donc il y a un partenaire qui se charge de faire la recherche, donc il y a un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là a la qualité pour le faire. Donc il a tous les agréments qu'il faut pour exercer dans le domaine et il mène son activité au profit d'une entreprise. Oui, on a eu parfois à recourir à des chasseurs de tête pour des métiers spécifiques, mais pour le gros des recrutements que nous faisons, nous suivons les réglementations telles que décrites et c'est le process que je vous ai expliqué qui part de l'annonce effective des postes vacants. D'accord, ok. Voilà. C'est bien vu, c'est bien dit. Pardon, oui, le doigt Leonardo, je vois qu'il trépigne un peu avec le micro. Alors moi, je voulais poser une question à M. Aliman. Parce que je suis certain qu'il reçoit des milliers de candidatures. Donc, pour lui, quel est le profil idéal qu'un éventuel postulant
à un emploi pourrait avoir afin de l'influencer. C'est-à-dire quand on regarde un CV, on compare deux CV. Pour M. Aliman, qu'est-ce que le candidat idéal pourrait avoir pour vous influencer, de sorte à vous influencer à l'engager? Merci Doyen Leonardo. Alors, j'avoue que tous les candidats qui viennent aux entretiens viennent et se présentent sous leur meilleur jour. En tout cas, c'est au moins ce qu'on attend d'eux. Donc, en tant que recruteur, on est aussi préparé à ne pas subir ce genre de biais. D'accord. Donc, on prend les dispositions pour que ce soit la valeur intrinsèque du candidat que nous analysons et que nous évaluons. Profil idéal, il n'y en aura pas, parce que pour chaque poste, et même pour chaque poste, fonction du niveau d'un poste ou d'un autre dans le domaine d'activité, on a un certain nombre de qualités qu'on recherche. On a des qualités professionnelles qu'on recherche, on a des qualités individuelles ou personnelles qu'on recherche, mais on a aussi des qualités relationnelles parfois qu'on recherche. Je vais prendre deux postes, juste à titre d'exemple. Si je veux recruter un comptable, donc il faut qu'il soit forcément diplômé et compétent dans le domaine de la comptabilité. Il faut qu'il ait fait ses classes selon un certain nombre d'années. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 ans, en fonction du niveau. Je n'attends pas d'un comptable qui soit forcément extraverti et qui soit le meilleur tchatcheur de l'ensemble de mes candidats. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui quand on va l'embaucher. Okay? Donc, si dans les qualités que je décris a priori, ce que je mets en avant, c'est la capacité à communiquer, je suis certainement en train de faire une erreur. Parce que je ne vais pas recruter un comptable, je vais certainement recruter pour un autre métier. C'est ça, tout à fait. Il faut rester focus. Voilà, donc pour chaque type de métier, il y a des qualités qu'on va regarder. Par exemple, toujours pour ce poste de comptable, si j'ai deux candidats qui sont à compétences professionnelles identiques, qui ont des expériences similaires ou pratiquement comparables, qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les qualités personnelles. Comment chacun de ces candidats peut se positionner dans un service comptabilité? Comment chacun peut faciliter son intégration? D'accord? C'est l'aspect là qu'on va regarder. Donc ça va faire la différence entre les deux. Après, si au niveau personnel ou relationnel, ils sont encore identiques, ben, chez nous, par exemple, on donnera la priorité à un certain type de critères qui sont des critères de genre. D'accord? On fera une préférence pour le genre. On fera une préférence également pour les personnes vivant avec des handicaps. D'accord? Donc, ça, ce sont d'autres éléments qui sont propres à notre politique et qui permettent donc de créer un environnement de diversité et d'inclusion au sein de la société. D'accord, ça c'est très bien dit. Merci pour la question, Leonardo. Il y en a Aline qui veut poser une question. Oui, je veux poser une question à M. Aliman. Oui. Quand vous faites une annonce pour un poste vacant, par exemple un poste de DRH ou de PDG, etc., si vous remarquez qu'à l'entretien, le candidat a déjà travaillé dans une grande entreprise aussi connue, plus connue que la vôtre, qu'est-ce que vous faites pour le retenir, pour qu'il puisse rester? Est-ce que vous augmentez, par exemple, si c'est le salaire, est-ce que vous augmentez son salaire pour qu'il puisse rester, ou est-ce que vous le mettez au même niveau, même pied d'égalité que les autres employés? En fait, sur ce plateau, en plus de donner Leonardo, il y a d'autres personnes qui m'en veulent. Dans tous les postes qu'on aurait pu mettre en appel à candidature, c'est le poste de DRH qui va mettre en appel à candidature. Pour me chasser, Moi, j'avoue que je n'ai pas compris. Hein. Voilà, non, je suis là pour les recruter, donc le poste de DRH ne sera pas mis en appel à candidature. Ok, l'une qu'on est d'accord. Effectivement, si on se rend compte qu'un candidat est très proche du profil qu'on recherche, pour ne pas dire le candidat idéal, la perle rare, ce qui est très rare, la perle rare. La perle rare, elle-même rare aussi. Exactement. Donc, si on trouve la perle rare, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer
cette personne, de la convaincre de nous rejoindre. D'accord. Je pense que dans ce genre de négociation, on part déjà avec 50% d'avantage. Si la personne a postulé, si elle est venue aux entretiens, si elle a fait les tests, c'est qu'elle est quelque part intéressée. Donc il appartient au recruteur de bâtir sur cet intérêt-là pour convertir son intérêt en adhésion totale. Comment on peut faire ça? Bien entendu, il faut une raison pour qu'il quitte son poste pour venir. D'accord? Donc, cette raison peut être financière, mais cette raison peut ne pas être financière non plus. Ça peut être l'environnement de travail dans lequel il est aujourd'hui, qui est devenu de nature à ne plus favoriser son épanouissement. Donc la personne peut être en train de rechercher un environnement plus épanouissant. Ça peut être également des questions de regroupement familial. Il était peut-être directeur général à Tengrela, alors que sa femme travaille à Abidjan, ses enfants vont à l'école à Abidjan. Donc, vous trouverez des candidats qui, pour le même salaire, sont prêts à prendre un poste à Abidjan pour peu qu'ils soient avec leur famille, parce que pour eux, la famille est un élément important. C'est une valeur importante. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la motivation du candidat qu'on a en face de soi pour pouvoir identifier les leviers et les mécanismes qui l'intéressent. Tout à fait. Et les utiliser pour pouvoir faire la proposition et le convaincre. Alors c'est une très belle transition, hein, puisque là elle est déjà en situation de recrutement de part du candidat. Ouais. Donc on va mettre directement le pied dans notre rubrique coaching online, et puis on va demander à Yves Alimon, il est en situation de recrutement, et puis la question phare que les candidats, moi personnellement, je n'aime pas la poser sous cette forme-là, mais c'est de savoir quelles sont vos prétentions salariales, d'accord? Alors Lynn, est-ce que tu as déjà participé à un entretien de recrutement déjà, avant que Yves nous donne le pétrole, hein? Oui. D'accord. À cette question-là, quelles sont tes prétentions salariales? Qu'est-ce que tu réponds? Bon, ok, voilà. Attends, vous me la posez déjà. Oui, je vais poser la question. Donc toi, tu es fort close là, quand même. Tu es fort close. Alors, Posez-moi, monsieur. Parker, Ouais. on est en situation de recrutement, d'accord? Quelles sont tes prétentions salariales? Moi, je suis cher. Hein. Comprenons bien que les prétentions salariales, c'est ce que tu penses que tu vaux. D'accord? C'est en lien avec ce que tu penses que tu as comme compétence, Voilà. ce que tu proposes comme expertise, et L'explication est très c'est bonne. rattaché sur la base de tes expériences. C'est ça. Hein. Donc si tu te vends à 10 millions, si tu penses que tu vaux 10 millions, tu me le dis. Moi, je prends note. Wow. Oh, ça c'est une conne. Bah alors, moi, si on doit aller sur la base de radio, hein, la base radiophonique par exemple. Monsieur Parker, Ouais. ma question est la suivante. Vous voyez, malheureusement, c'est ce qui se passe. Non, en fait, monsieur Guillaume, justement, la question vous la demandez poser. Tu dois la répondre. La question vous me l'avez posée. Vous voyez Super. en fait ce qui se passe. Est-ce que juste ajouter un petit truc, c'est tout? Non, on est en situation. J'ai planté le cadre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en entretien. D'accord. Les candidats, ils jouent à des faux fuyants. D'accord? Parce que d'une façon ou d'une autre, on va en arriver à ça. Absolument. Donc, je te repose la question. Ok. Nous sommes en situation. Après, tu vas m'expliquer tout ce que tu veux. D'accord. Alors, Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, mes prétentions salariales, hein, selon mon expérience, mon expertise, entre 300 et 400. D'accord, ok. On a pris note. Oui, cher ami. Donne-nous tes prétentions salariales. Là, on La a prétention salariale, Joseph Dadier. c'est 500 000. 500 000 francs. D'accord, ok. On va se retourner maintenant vers notre consultant du jour. Alors, Yves, voici 3 candidats. D'accord? À chacun, on a posé une question. Il y a une qui n'était pas très à l'aise avec la question. Ça veut dire qu'elle n'a pas préparé son entretien. D'accord? Et il y en a 2 qui ont répondu en annonçant un niveau de rémunération. Alors, quelle sera ta réaction? Ça, c'est le premier niveau de ma question. Et sur la base de quoi tu vas engager la discussion pour t'arrêter sur un niveau valable pour toutes les 2 parties? Ok, alors l'attitude de Lynn n'est pas
inhabituel. On rencontre parfois des candidats, bien qu'ils aient préparé l'entretien, ne sont pas arrivés à trouver une réponse pour la question fatidique relative au salaire. D'accord. Donc, ils arrivent en salle, on finit l'entretien, et quand la question est posée, ils sont encore en train de réfléchir, ils sont encore en train de chercher leurs mots. Donc, ça peut arriver qu'on ne puisse pas annoncer de chiffres ou de montants si cette question nous est posée. Ça ne devrait pas être préjudiciable pour l'issue de l'entretien, en principe. Ça ne devrait pas l'être pour l'issue de l'entretien parce que on aura eu l'occasion de tester les éléments d'évaluation qu'on voulait par rapport au candidat avant d'en arriver là. En plus, la question du salaire reste discutable. C'est une information. C'est une information qu'on demande au candidat à un moment donné. On peut l'avoir aujourd'hui, on peut l'avoir plus tard. Donc, ça ne devrait pas être déterminant. Certains recruteurs vous diront que ça signifie simplement que le candidat ne sait pas ce qu'il vaut, par rapport au poste, et peuvent s'en servir comme base de décision. Libre à eux de le faire. Mais je veux dire, si on a eu un bon candidat, si on a eu un bon entretien, prendre une décision qui est contraire à la décision qu'on aurait prise si on n'avait pas eu cette question me paraît, on va dire, préjudiciable. Que ce soit une question à la fin qui remette en cause l'ensemble de l'entretien. Après, il faut regarder aussi le niveau de maturité du candidat. Si on a un entretien avec des jeunes qui sortent de l'école, c'est normal qu'ils ne puissent pas savoir ce que le marché paye pour un poste. C'est normal. Ils n'ont jamais eu affaire à cela. Ils n'ont peut-être pas de référence pour le dire. Donc on doit pouvoir le prendre en compte. Par contre, si on a un candidat qui est expérimenté, qui a eu à faire plusieurs postes et qui ne peut pas vous dire combien est-ce qu'il souhaite avoir, oui, ça on peut le prendre en compte. À la limite, s'il ne peut pas énoncer le salaire qu'il veut, il peut au moins énoncer le niveau auquel il est aujourd'hui. Ça reste une référence, une discussion. Moi, je préfère ça plutôt que par les chiffres déjà. Alors, merci. J'ai une question d'un auditeur. Il me l'a posé en deux volets. Pour que tu continues de parler du retour de nos deux candidats. Ils disent un candidat, beaucoup, lui, quand il va en entretien, ils aiment renvoyer la balle du côté de l'employeur, du potentiel futur employeur, en disant je préfère m'en tenir à la grille des salaires de l'entreprise. D'accord? Est-ce que c'est une bonne attitude? Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxièmement, il dit le budget qui a été prévu pour ce poste-là était d'un certain niveau et il donne une prétention qui est moindre. Quelle est la réaction du potentiel futur employeur? Est-ce qu'il va ramener le niveau au budget qui était prévu ou alors il va considérer la prétention du candidat? Voici les deux volets de la question qui a été posée. Je pense que c'est aussi une inquiétude pour nos chroniqueurs sur le plateau. Alors, pour moi, lorsqu'on répond simplement en disant qu'on se réfère à la grille de l'entreprise, c'est comme si on n'avait pas répondu à la question. Pour moi, ça a la même importance, la même signification que la réaction de ligne. Parce que la grille de l'entreprise, vous ne la connaissez pas. C'est ça. D'accord? Et vous venez vendre vos compétences au prix de l'acheteur. Qui fait ça? Franchement, est-ce qu'on nous écoute quelque part à l'autre côté? Qui fait ça? Quand vous allez en boutique, c'est pas vous qui fixez le prix de ce que vous allez acheter. C'est le vendeur qui vous fixe le prix. Donc vous venez vendre un service, vous venez vendre des compétences et vous demandez au client de vous dire à combien il veut l'acheter. Mais il va l'acheter au prix le plus bas. Parce que c'est un businessman, il est là pour faire des affaires et gagner des profits. Bien sûr. Donc pour moi, c'est pas une bonne réaction. Si on prépare un entretien, on doit pouvoir se renseigner un minimum. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a les connexions individuelles. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans la société à Abidjan ici. On peut se renseigner. Si on n'a pas de personnes dans la société en question, on peut se renseigner pour un poste identique dans une entreprise similaire. Ok? Parce que les salaires sont pratiquement les mêmes
pour les mêmes types d'entreprises ou dans les mêmes secteurs d'activité. Donc si on n'a pas la grille de salaire d'une entreprise X, on peut par analogie se renseigner auprès de l'entreprise Y pour savoir à peu près combien est-ce que pour ce poste on payerait. D'accord. Deuxième élément, on conseille souvent de donner des fourchettes de salaire. Parce qu'en réalité, une grille de salaire, ce n'est pas un salaire nominal. Dans une grille de salaire, on a un minimum, on a une médiane et on a un maximum. D'accord. Donc si on donne une fourchette, on a de fortes chances de rester pas très éloigné de ce que l'entreprise elle-même avait prévu. Et dans le dernier des cas, si on n'a pas d'idée du tout, ben on peut rester déjà sur ce qu'on gagne aujourd'hui et faire une projection. Ok, je gagne aujourd'hui X montant. Je pense qu'avec 20, 25 ou 30% de majoration, je serai OK pour vous rejoindre. D'accord. Donc voilà des indications que je pourrais donner sur cet aspect-là. Deuxièmement, sur le volet du budget, c'est la même chose. Le budget vous indique soit un maximum, soit une médiane, avec des taux de variation. On peut dire, OK, pour ce poste, on est prêt à payer 400 000, mais on pourrait aller jusqu'à 500 000 si le candidat le justifie. D'accord. Donc, si j'ai un candidat qui donc, me demande... on pourrait dire, si on doit comprendre votre logique, dans les négociations, on part sur une base de 250. Mais on pourrait aller à 500 si le candidat les justifie. C'est ça, hein? C'est ça. Wow. Parce que des fois, on n'est pas certain de trouver exactement l'appel rare. Ok. Mais si par chance on tombe sur l'appel rare, on est prêt à y mettre le prix. Exactement. On est prêt à y mettre le prix. Okay. Donc pour ces questions-là, si mon budget ou mon salaire de référence a été fixé à 400 000, que j'ai un candidat qui demande un salaire, on va dire de 360 000, de 350 000, oui, j'estime qu'il est dans ma fourchette. Il est dans ma fourchette. Deuxième élément, c'est que le salaire n'est pas statique. Enfin, en tout cas, il ne devrait pas l'être. Donc, on a un salaire à l'entrée qui est censé nous permettre de progresser au fur et à mesure que nous démontrons que nous en sommes compétents ou que nous délivrons de bons résultats. Donc, progressivement, au cours de notre parcours dans l'entreprise, on verra notre salaire graduellement évoluer pour atteindre le plafond du niveau que nous avons dans la grille. De la proposition. Exactement. Donc, aujourd'hui, je peux avoir 340 ou 350 000. Et puis, au fur et à mesure des années, je vais me retrouver à 400 000 au bout de 2 ou 3 ans parce que je performe très bien. Ok. Bien souvent, les candidats commettent l'erreur de s'arc-bouter sur le salaire à l'entrée. C'est ça, exactement. Okay. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un salaire de départ. C'est vrai. Les choses peuvent évoluer plus rapidement que vous ne le pensez. Oui, exactement. Deuxième élément, c'est la personne avec qui vous négociez qui sait ce qu'il y a dans la marmite, comme on dit dans le jargon. C'est lui qui voit dans la marmite. Donc si vous négociez trop fort, trop durement, il peut vous concéder ce que vous voulez parce qu'il veut vous avoir. Mais une fois que vous serez rentré, est-ce que votre salaire va progresser aussi vite que celui de vos autres collègues? Peut-être parce que vous avez déjà pris ce qu'on doit vous donner par avance. Et on va avoir des collaborateurs qui sont frustrés parce qu'ils voient des augmentations pour les autres, mais pas pour eux. Mes chers amis, faites une augmentation à l'entrée. Comme dit mon père, tu manges ton blé en herbe. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, les candidats ne le prennent pas en compte. Moi, ce qui serait vraiment intéressant pour un candidat, quand il arrive dans une entreprise, c'est de ne pas trop discuter, trop discuter argent en fait. On part sur la base de ce que le vendeur, celui qui a besoin propose. Bon, selon tes capacités, selon tes qualités, selon ton CV, et selon ce que tu viens de me dire, moi je te propose ça. Il doit dire, ok, moi je vais avec, il n'y a pas de souci, mais je vais vous montrer, je vais vous prouver que je vaux plus, mais donnez-moi cette chance-là, je l'accepte. Quand c'est comme ça, c'est bien. Le gars, quand il t'écoute, il dit, ouais, ça c'est un mec. C'est quelqu'un qui en a en fait. Effectivement, n'oublions pas que la sélection se termine à la signature du contrat. Voilà. D'accord.
Donc, vous ne savez pas à quel moment le recruteur a arrêté de vous tester ou bien s'il continue de le faire, même dans les négociations salariales. Voilà. Deuxième inconnu par rapport au candidat, vous ne savez pas qui d'autre est en train de négocier avec le recruteur pour le même poste. Donc, si vous devenez trop ou si vous êtes trop exigeant, rien n'interdit qu'on prenne le second candidat sur la liste. On a eu des recruteurs pour lesquels le premier candidat on n'a pas pu conclure avec lui. On a pris le deuxième, mais on n'en est pas sorti plus perdant. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment le poste, soit vous donnez les moyens de vous renseigner sur les niveaux de rémunération pour le poste, pour ce type d'entreprise ou dans le secteur d'activité. Si vous n'avez pas fait cet exercice de maison avant de venir négocier, rappelez-vous que dans une sélection, il n'y a jamais qu'un seul candidat. C'est vrai, et vous êtes dans la rubrique coaching online de Cocody FM dans notre émission Code RH. Lynn veut nous poser une question. Oui. Si pendant l'entretien, l'employeur ne parle pas d'argent, ne parle pas de salaire avec le candidat, est-ce que le candidat a le droit de demander, de parler d'argent à l'employeur? Voilà. Ça aussi, c'est vrai. Par exemple, on dit tu viens chez le travail, toi on dit chez d'avoir travail là d'abord, c'est là tu demandes. Non, mais c'est normal de parler d'argent parce que le travail doit être compensé. À un moment ou à un autre, il faut qu'il soit compensé. Et on a besoin de savoir si la compensation reflète nos attentes ou reflète le niveau de compétence ou d'expertise qu'on est prêt à avoir. Ou bien si la rémunération est en rapport et reflète le travail qu'on va faire. Exactement. C'est ça. Parce que souvent tu peux faire un travail qui est beaucoup plus que ce que tu gagnes. Oui, malheureusement ça arrive et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc, effectivement, le candidat peut aborder la question du salaire, mais ça ne lui donne pas la garantie qu'il aura la réponse. Parce que l'entreprise a un process de sélection. Si l'entreprise estime qu'au cours de l'entretien préliminaire, on n'aborde pas la question des salaires, elle ne le fera pas. D'accord? Il y a des entreprises qui le font vraiment aux dernières étapes. Aux dernières étapes. Quand on a identifié le ou les deux candidats qui nous intéressent vraiment, avec ces candidats-là, on peut parler de salaire, d'avantages et beaucoup d'autres éléments. Les premières étapes de l'entretien ou de la sélection, c'est avant tout pour vérifier les compétences des candidats telles qu'annoncées par leur CV. Et essentiellement, c'est ce qu'on fait. On veut s'assurer que les candidats qu'on a invités pour les différents entretiens, les différents tests, valent bien ce que leur CV disent qu'ils valent. Une fois qu'on a fait ce tri, il va nous rester un autre groupe de candidats, généralement en très petit nombre, pour lesquels on va aller soit à des entretiens plus poussés, soit à des entretiens avec d'autres collaborateurs de la société. Ça peut être des personnes qui n'ont rien à voir avec le poste en question, mais on souhaite avoir leur avis parce que dans l'exécution de ces missions, la personne pourrait avoir à travailler avec ces autres départements-là. On va impliquer d'autres personnes dans la sélection. Et quand on a fini tout ça, qu'on est sûr que ce sont les 2 ou les 3 bons candidats qui peuvent répondre à nos attentes, on peut commencer la discussion sur les salaires. Par contre, il y a d'autres process de sélection où dès l'entame, on vous demande d'annoncer les couleurs. Il y en a qui vous demandent dans votre courrier de candidature de préciser vos prétentions salariales. D'accord? Donc les deux méthodes existent, mais si l'employeur n'en parle pas, même avec une question, c'est pas sûr qu'il en parle. Donc vous devez le laisser dérouler son process tel qu'il a pensé et attendre d'être parmi les derniers et pouvoir aborder ces questions. Et nous sommes dans l'émission Code RH. Et merci Yves, c'est important de répondre à ces préoccupations qui sont exprimées par les candidats dans le même sens que Lynn. Et vous faites bien de nous suivre, parce que pour la prochaine rubrique, nous allons aborder la question du système de rémunération que Yves va bien vouloir nous exprimer, donc, et nous éclairer sur ce lexique-là, parce que sachez bien que nous avons un jeu qui est rattaché à cette rubrique. Et suivez-nous parce que samedi prochain, on va reposer certainement la question et
aux 2 premières personnes qui vont nous faire le plaisir de répondre de la bonne façon, ben, vous serez surpris, vous aurez des belles surprises avec nous. Certainement, ne déconnectez pas, ne décrochez pas, restez avec nous afin que nous puissions aborder la prochaine rubrique de notre émission. Parce que ici, c'est Cocody, vous êtes sur le 88.5 avec nos différents chroniqueurs sur le plateau. Voilà, je pense que Lynn voulait poser encore une question. Elle est beaucoup inspirée aujourd'hui, Lynn. J'ai pas vraiment, j'ai plus de questions, j'ai plus de questions. Il a déjà répondu à ma question, à mes préoccupations. D'accord, alors j'ai un auditeur qui nous envoie une dernière question avant qu'on ne passe à la prochaine rubrique. Il demande comme ça, il a été, lui, recruté dernièrement et il a eu une nouvelle proposition à laquelle on lui propose à peu près 1,2 fois le salaire qu'il touche. D'accord? Pour le professionnel DRH qui est sur le plateau, est-ce qu'il doit regarder uniquement cet aspect-là, c'est-à-dire du salaire qui est relevé à 20% de plus, ou il doit regarder d'autres aspects? Est-ce que le professionnel qui est sur le plateau a été confronté à ce genre de situation où il vient de recruter un nouveau candidat et puis 6 mois après il part? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu un raté dans le recrutement? Ok, très bonne question, mais... Merci à l'auditeur. Ta question, enfin la question de l'auditeur nous amène à aborder différents aspects du cycle de vie d'un salarié dans l'entreprise. Premièrement, il y a la question du recrutement. Okay. Lorsqu'un employé part, la première question c'est de se demander est-ce qu'on a bien fait de le recruter? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de casting? Non, la réponse n'est pas forcément à rechercher dans le recrutement. Parce que pour recruter, je suppose qu'il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs étapes. Si la personne a été capable de franchir cette étape et de convaincre autant de personnes, c'est qu'elle a quand même de la valeur. Après, est-ce que la personne a été placée dans les bonnes conditions pour pouvoir délivrer? Première chose. Est-ce que la personne avait réellement la motivation pour l'entreprise lorsqu'elle venait? Pour quelle raison est-ce qu'elle a accepté notre offre? D'accord. Donc toute une analyse, hein? Exactement. Donc, tout à fait. Le bilan. La raison pour laquelle un employé part n'est pas forcément liée au fait qu'on l'ait mal recruté. Qu'on est peut-être mal payé. Ça peut être cela aussi. Même si je ne suis pas à 100% d'accord parce que le salaire a été discuté et la personne a marqué son accord sur le contrat. Donc on peut pas avoir donné son accord. Est-ce que c'est pas par dépit qu'il a accepté en attendant une autre opportunité? Parce que ça arrive, hein? Ça arrive. Il accepte votre proposition, mais il est en discussion avec une autre entreprise dont il sait que le retour va survenir dans 3 mois, 6 mois, et puis il vous laisse. Ça arrive effectivement, mais on peut pas remettre en cause, enfin on ne devrait pas remettre en cause une décision qu'on a prise de bonne foi. C'est ça. Ce que je veux dire, s'il n'est pas confortable avec le salaire, il peut le manifester, il peut négocier à la hausse, mais à partir du moment où on marque son accord et qu'on signe un document, ça nous engage aussi. Donc ça peut donner à réfléchir sur le niveau de responsabilité de la personne elle-même. Tout à fait. À prendre un engagement et à revenir sur ses engagements. Les engagements, exactement. Et si la personne est coutumière du fait, ben, ça va jouer sur sa réputation sur le marché aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, rien n'empêche un candidat de vouloir gagner plus. Franchement, on en a peut-être tous envie. Mais à partir du moment où on a estimé que l'offre était satisfaisante, 6 mois pour la remettre en cause, ça me paraît un peu juste. Ça, c'est mon avis. D'accord. Okay. Et qu'est-ce que vous allez recommander donc à ce candidat-là? Alors, la raison, donc on en revient encore aux raisons. Pourquoi est-ce qu'il a accepté le poste? Pourquoi est-ce qu'il a accepté le poste? Est-ce que les raisons pour lesquelles il a accepté le poste il y a 3, 4, 5, 6 mois ne sont plus valables? Les principales théories sur le départ d'un salarié pointent du doigt la qualité de ses rapports avec sa hiérarchie directe. Donc on a Roger Herman qui est considéré comme le père des théories sur la rétention des employés, qui estime que 75% des salariés ne quittent pas une entreprise mais partent pour se séparer de leur supérieur hiérarchique immédiat. Donc ça ramène aux conditions dans lesquelles... De l'encadrement.
Voilà, aux conditions de l'encadrement, mais aux conditions d'exercice au sein de l'entreprise. Okay? L'environnement de travail. L'environnement de travail. Okay? Est-ce qu'on est dans un environnement de travail qui est favorable à un épanouissement professionnel et personnel? Est-ce que le matin, en se levant par le travail, on a la boule au ventre? Parce qu'on va aller encore trouver ce monsieur ou cette dame-là qui nous attend pour nous pourrir notre journée. Mais quand on est obligé d'y aller parce que c'est lui qui nous paye. Mais on supporte. Exactement. Donc si on a une occasion de partir, on part. On part. Alors, les raisons pour lesquelles les employés partent sont diverses et variées. Ça peut être aussi parfois le recrutement. Mais dans la plupart des cas, le recrutement ne devait pas être la seule raison, la seule cause à explorer. Pour notre ami qui part pour, on va dire 20% de salaire en plus, si sa motivation principale, c'est de pouvoir atteindre un certain niveau de salaire dans un temps déterminé, il est en pleine cohérence avec ses objectifs. Exactement. Donc pour moi, il peut partir. Si son ambition, c'est de capitaliser sur son expérience par rapport à ce que l'entreprise en particulier peut lui offrir comme espace pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir s'exprimer, il est peut-être en train de rater quelque chose. Parce que 20%, 30% de salaire en plus, beaucoup d'études ont démontré qu'au bout du 3e ou du 4e mois, l'augmentation qui a été perçue sur un salaire n'a plus d'impact sur notre niveau de vie. Parce qu'il est rapidement absorbé et dilué dans nos charges habituelles. On va s'inventer de nouvelles charges. Vous prenez le petit stagiaire à qui on donne un CDD qui partait au travail. Qui mangeait juste à côté là. Partait au travail en Warren. Quand on le confirme en CDD, c'est lui qui va aller prendre prêt pour payer voiture France au revoir. Sachant bien que France au revoir, ça nous amène souvent au garage. Oui, bien sûr. D'accord? Donc il va se créer des charges de remboursement de prêt véhicule, des charges de entretien et maintenance de véhicules, des charges de carburant qu'il n'avait pas. Pourtant, il n'a pas déménagé. Hein. Et les Warren qui font la ligne de chez lui à la société là sont encore là. Mais il préfère rouler dans sa voiture. C'est pas mauvais de vouloir du confort, de vouloir du mieux pour soi, mais parce qu'on a changé de statut, on adapte son niveau de vie. C'est pour cette raison-là que les augmentations, que l'impact d'une augmentation de salaire ne persiste pas au-delà du trimestre ou du 4e mois. Parce qu'on va adapter son niveau de vie. Tout à fait. Non, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Et c'est une très bonne transition. Alors, ce sont des conseils d'un professionnel aguerri. Nous étions dans la rubrique coaching online. Hein. Il vous a partagé son avis en tant que professionnel sur ce retour d'expérience de ces jeunes qui ont pris la peine de poser leurs questions. Merci de continuer de nous suivre et merci aussi de poursuivre votre connexion, de rester connecté avec nous parce que, comme je le dis, pour cette dernière partie de notre émission, le lexique RH, nous aurons la possibilité les prochaines semaines de vous faire gagner quelque chose, c'est-à-dire ça pourrait partir d'une journée d'immersion en entreprise, ça pourrait être un stage et pourquoi pas une proposition. Ça pourrait être aussi dans la foulée, merci à nos partenaires qui nous écoutent, ça pourrait être également de bénéficier d'une participation à une formation métier qui concerne votre spécialité. Donc continuez de nous suivre et vous n'y perdez rien, mais plutôt vous y gagnez toutes choses. Voilà. Donc cher ami Yves Aliman, sans transition, donc je le disais, nous sommes dans le lexique RH. Alors nous souhaiterions que pour l'individu lambda, c'est-à-dire qui est étudiant, qui est jeune diplômé, qui est sur le plateau, qui est salarié en entreprise, mais qui n'a pas forcément ce retour concernant la compréhension de ce type de terme de l'écosystème des ressources humaines. Quand on dit système de rémunération, c'est quoi un système de rémunération? Alors, système de rémunération fait appel à un ensemble de décisions, d'outils, un ensemble de mécanismes qu'on va utiliser dans le cadre de la politique de rémunération d'une entreprise pour pouvoir réaliser les objectifs ressources humaines de cette entreprise-là. Enfin, les ressources humaines liées à la pratique de la rémunération. Liées à la pratique de la rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une entreprise
et que je veux attirer des salariés, comment est-ce que je positionne ma stratégie de rémunération par rapport aux personnes que je veux recruter? Est-ce que je veux recruter des jeunes diplômés que je vais développer moi-même? Dans ce cas, ma politique de rémunération sera accentuée vers des personnes qui ont très peu d'expérience et dont la rémunération va s'accroître au fur et à mesure qu'elles vont acquérir de l'expérience. Ça veut dire qu'il me faut une politique dynamique. Si je veux avoir affaire à des jeunes diplômés, qu'est-ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui? C'est d'avoir un certain niveau de salaire et c'est d'avoir un certain niveau de confort. Donc, jusqu'à quel point je suis disposé à leur procurer ce confort-là? Est-ce que je le prends en charge entièrement? Est-ce que je contribue à le prendre en charge? Ou est-ce que je participe à le mettre en place au sein de l'entreprise? Je vais prendre la restauration par exemple. On sait tous que trouver des endroits pour pouvoir se restaurer durant le break de midi, ça peut être compliqué dans beaucoup d'endroits. Donc, fonction de la localisation de mon entreprise, si je me rends compte que manger à midi est un problème pour mes salariés, qu'est-ce que je décide de faire? Premièrement, est-ce que c'est un problème que je veux résoudre? Oui, non, non, j'estime que je les paye suffisamment bien qu'ils se démerdent. Oui, j'estime que je suis une entreprise qui prend soin de ses salariés, même s'ils sont bien payés, je peux quand même participer à leur retirer cette pression supplémentaire. Comment? Exactement, non, participer à leur épanouissement. Donc, je vais soit contracter avec un prestataire de service de restauration, ou soit décider de mettre en place un système de cantine au sein de mon entreprise. Ou simplement décider que, ok, vu que la restauration coûte un peu cher dans notre zone, l'entreprise participe à hauteur de tel montant à vos frais de restauration. D'accord? Donc, le mécanisme par lequel je vais mettre en place une prime de restauration sur les salaires, ou bien faire en sorte d'avoir un service de cantine qui est une charge additionnelle pour moi, mais qui ne figurera pas sur le bulletin de paye, par exemple, du salarié, ce sont des mécanismes différents. D'accord? Ça reste des charges pour la société, mais il y en a un qui sera directement lié à ma politique salariale. D'accord. Et il y en a un autre qui sera lié à ma politique sociale. Ok. Ok? Donc, fonction de comment l'entreprise veut se positionner, elle va mettre l'accent soit sur la politique salariale en numéraire, donc en avantage, enfin en intéressement financier, ou va mettre l'accent sur la politique sociale en intéressement non financier, mais qui a une répercussion sur le bien-être du salarié. Voilà. Donc quand on parle de système, c'est plusieurs solutions qui sont regroupées pour atteindre une même finalité. On a des aspects financiers, on a des aspects non financiers. D'accord, ok, merci pour... alors, ça paraît très technique, hein, mais si, puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, Yves, on va poser la question, comme on a posé la question à Eleonore Honda ici, à Lydie Marie, on a demandé est-ce que c'était un processus de recrutement, un processus d'intégration. Pour ceux qui nous ont suivis, là on vient de demander ce que c'est que le système de rémunération. On va poser les questions la semaine prochaine à nos auditeurs. Ceux qui nous suivent, ils peuvent soit bénéficier d'un coaching en ligne avec Rachel Luan Kofi, ou alors, comme je l'ai dit, d'un kit d'un de nos partenaires, ou pourquoi pas d'une journée d'immersion, d'un stage ou d'une opportunité quelque part. Merci à Yves. Est-ce que par contre vous posez une question? Il est resté très attentif jusque-là. Moi, je suis tellement devenu accro aux ressources humaines grâce à M. Guillaume. Donc, chaque jour, j'essaie de me documenter pour apprendre un peu plus. Et j'aimerais dire merci vraiment à M. Guillaume pour toutes ces informations qui sont intéressantes, qui sont importantes, qui nous permettent également de savoir que on ne savait rien de la vie, et surtout du monde du travail. Parce que les ressources humaines font partie du monde du travail, font partie intégrante d'une entreprise, et ça fait tout, quoi. Voilà. Moi je voulais juste vous dire merci. Je voulais vous dire merci également à M. Aliman, Yves Roland, pour sa partition et pour tout le qu'il a pas dans son entreprise, dans tout ce qu'il fait. Mais la question que j'aimerais ensuite te poser, c'est
Monsieur Bien l'avait déjà posé dans l'enquête de ses propos au début de l'émission en disant que est-ce que pendant la crise vous avez véritablement recruté? Est-ce que pendant la crise vous avez recruté? Mais est-ce qu'il y a eu des départs? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été laissées pour compte? Des personnes qui dans votre entreprise n'ont pas perçu le salaire par rapport à la crise économique et tout ça? J'aimerais bien savoir. Merci Parker. Donc nous avons, comme je l'ai expliqué, mis en place ce comité de coordination par rapport à la crise. Et même au niveau du groupe, donc le CEO de l'entreprise au niveau mondial a eu à faire une intervention en vidéoconférence avec l'ensemble des salariés de toutes les filiales pour clairement indiquer que durant cette crise, aucun salarié ne serait laissé pour compte et que tout le monde percevrait son salaire jusqu'à la fin de la crise. Et c'est ce qui a été fait également en Côte d'Ivoire. Tous les salariés ont perçu leur salaire régulièrement. Ça peut s'applaudir. Hein. Comme on a fait ici pour Lydie Marie, comme on a fait pour Léna Onda, ça peut s'applaudir. Bravo à vos organisations. Donc on n'a pas eu à utiliser les mécanismes de chômage technique ou de chômage partiel. On a fait de la rotation, qu'on continue de faire d'ailleurs, mais c'est simplement qu'on a limité le risque de propagation de la maladie en veillant à ce qu'il y ait moins de monde au bureau en même temps. Donc une partie de l'équipe travaillait de la maison et une autre partie travaille à partir du bureau. Mais tout le monde a été pris en compte jusqu'au bout. Je veux simplement dire que pour la suite de nos programmes, de nos interventions sur les différentes antennes de Cocody FM, nous allons aborder la question du parrainage. Du parrainage à la fois des filleuls étudiants diplômés en recherche de nouvelles opportunités, mais aussi des professionnels qui veulent accompagner ces filleuls-là. Nous espérons que Yves Roland Limon sera un des parrains qui va accepter de suivre le filleul. Ce sera lancé la semaine prochaine et sur les différents plateaux que nous aurons chaque fois un parrain et nous aurons en ligne un de ces filleuls qui va poser des questions à son parrain. Donc c'est tout un programme que nous allons vous proposer les prochaines semaines. Alors c'est l'occasion également pour moi de demander à Yves Roland Aliman ici présent, alors en tant que professionnel des ressources humaines, l'environnement de l'emploi en Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que c'est saturé? Est-ce que c'est saturé? Est-ce que le Covid il vient pour compliquer davantage l'environnement du travail ou bien il vient pour ouvrir d'autres opportunités? Très bonne question, parce qu'on entend souvent les candidats dire qu'ils ont du mal à trouver des opportunités. Que les opportunités se font de plus en plus rares, que les entreprises ne recrutent pas. C'est clair que les entreprises ne recrutent pas autant qu'on l'aurait espéré. Si on veut comparer le nombre de demandeurs et le nombre de postes qui sont offerts. Mais je pense que les opportunités existent quand même. Parce que si vous allez sur les pages spécialisées de recrutement, il n'y a pas une journée où la page est vierge. D'accord ? Même pendant tout le temps qu'a duré, que dure la pandémie, vous trouvez des postes qui sont vacants et qui sont proposés à candidature. Ça veut dire que le besoin existe parce que malgré tout, si la pandémie a été un frein ou un obstacle à la poursuite de certaines activités, elle a ouvert d'autres horizons à d'autres activités ou parfois elle a permis à certaines entreprises de réaliser le potentiel qu'elles avaient en s'ouvrant sur des secteurs pour lesquels ils n'avaient pas d'ambition auparavant. C'est ça. Donc, de nouvelles niches se sont créées, de nouvelles opportunités se sont créées, de nouvelles activités se sont créées aussi, et pour pouvoir les réaliser, on a besoin de personnel. La vraie question, c'est est-ce que nous avons des personnes compétentes pour répondre aux besoins qui sont créés? C'est ça. Est-ce que nous avons des personnes suffisamment ambitieuses pour pouvoir se reconvertir et faire autre chose que ce qu'elles ont prévu faire? Parce que parfois, si on ne trouve pas, c'est peut-être parce qu'on cherche dans la même direction. Ok? On a une formation académique, on a un diplôme dans un domaine, mais on peut exercer dans beaucoup d'autres domaines. Il faut juste ouvrir son esprit à ces opportunités-là et ne pas tout rejeter du revers de la main. Donc pour moi, les opportunités existent.
certaines entreprises se battent pour continuer leurs activités. Elles ont besoin d'être soutenues par une main-d'œuvre et du personnel qualifié. Il faut juste qu'on puisse trouver ces personnes qualifiées pour les mettre en relation dans le délai requis pour pouvoir couvrir le besoin. Donc pour moi, c'est une opportunité plus qu'un obstacle. D'accord. Et nous n'avons pas cessé de le dire depuis plusieurs semaines déjà. Il faut juste, dans son projet de recherche de nouvelles opportunités, il faut s'inscrire dans une dynamique de le réussir. Il faut trouver les bonnes approches. Il faut identifier soit le secteur d'activité de Yves Roland Alimon ou un autre secteur qui peut être intéressant parce qu'on considère que dans ce secteur, il l'a dit et puis beaucoup des intervenants qui sont passés ici l'ont dit, ils l'ont répété, ces secteurs-là recrutent, ils ont des opportunités, mais la vraie question, c'est de savoir si les compétences qu'on veut proposer à ces différents secteurs d'activité-là, on en dispose déjà ou s'il faut rajouter de la formation là-dessus ou s'il faut présenter autrement son profil. Donc, utiliser le bon créneau, la bonne méthode pour adresser le projet de recherche d'emploi. Chercher de tant que possible à se faire accompagner. Il y a des entreprises, il y a des coachs, il y a des structures qui peuvent, comme les agents sportifs, il y a des agents de recrutement qui peuvent vous accompagner dans votre projet, vous aider à identifier le secteur, les compétences qui correspondent le mieux, qui peuvent aussi vous préparer pour aller à l'entretien afin que vous ayez les bonnes informations pour ne pas qu'une information que vous allez donner vous soit imputable négativement, mais aussi pour vous aider à prendre en main votre poste et le réussir. Parce qu'un élément important également, après avoir intégré une entreprise, c'est de réussir sa prise de poste. Yves, est-ce que dans votre système, vous avez un parcours d'intégration qui vous permet de sécuriser le recrutement qui a été fait afin que les conditions qui pourraient motiver le départ de ce candidat nouvellement recruté là n'impliquent pas une mauvaise intégration? Oui, nous avons un processus d'intégration qui est intimement lié à la procédure de recrutement. D'accord. Ce processus d'intégration couvre différents aspects, notamment l'accueil au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du département, et la familiarisation aux différentes entreprises, donc aux différents produits, bien connaître l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses objectifs à court et à moyen terme, et quels sont les moyens qu'elle dispose pour le réaliser. Après, on organise des visites de sites pour que, de façon physique, le collaborateur se familiarise aussi aux différents sites que nous avons. Donc, on a des bureaux d'achat, on a des usines et on a des bureaux administratifs donc, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et donc, fonction des niveaux de responsabilité, le programme d'intégration est plus ou moins long. Donc, il va durer entre 3 et 4 semaines pour les niveaux intermédiaires. Et pour des niveaux d'encadrement supérieur, il va s'étaler sur un peu plus de 2 mois à peu près. Alors, chez nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas dissocié la période d'intégration de l'activité elle-même. Donc, l'intégration se fait tout en permettant à la personne de prendre en main son poste. Donc il y a une période d'apprentissage double, qui est l'apprentissage de la connaissance de la société, de ses produits et de ses valeurs, vision et mission. Et il y a la phase d'apprentissage des spécificités du poste, ainsi que de la familiarisation avec les collaborateurs aussi du département. D'accord. Voilà. Donc ça existe. Après, les systèmes d'intégration peuvent être perfectibles, peuvent être amendés. Celui qu'on a actuellement répond à nos aspirations pour le moment et c'est celui qu'on déroule depuis quelques temps déjà. Ok, d'accord, c'est très bien dit. Alors, c'est très bien dit. Déjà, avant de te demander de nous donner ton mot de fin, je veux annoncer comme ça que la semaine prochaine, nous allons parler du management des hauts potentiels. D'accord? Une entreprise recrute. Une entreprise a dans son environnement
plusieurs niveaux de profil, mais gérer les hauts potentiels dans une entreprise, après les avoir recrutés, c'est un élément important. Et nous aurons le privilège de recevoir ici ou en ligne une personne avec qui on a déjà échangé. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons également aborder la question du prêt. D'accord? Du prêt avec une professionnelle qui va venir spécifiquement nous parler du prêt. Quand on est recruté dans une entreprise, on a plusieurs types de contrats. D'accord? Et chaque type de contrat nous ouvre l'opportunité en face d'une banque ou d'une institution de souscrire à un prêt. D'accord? Et nous, professionnels des ressources humaines, nous sommes souvent confrontés à un certain type de situation. D'accord? Ce qui fait que des salariés, je passe tout au contrôle, prennent un prêt en entreprise et ils vont souscrire aussi à la banque. Et au moment où on se rend compte, ils sont déjà partis. Et il y a une responsabilité autour dans ce triptyque-là dont il faut parler. Et nous allons recevoir ici un spécialiste qui est sur ce volet-là de l'entreprise et qui va nous parler de ce que ça peut constituer pour les CDD en entreprise de pouvoir souscrire au niveau de la banque, les CDI, quelles sont les conditions, quels sont les risques que peuvent encourir les entreprises en ne prenant pas en compte certains types de dispositions. Voilà. Donc voici un peu le programme que nous allons dérouler la prochaine fois. Yves, ton dernier mot? Merci Charles. Mon dernier mot sera avant tout un mot de remerciement pour la direction de Cocody FM qui m'a fait l'honneur de me recevoir sur ce plateau. Donc merci à Parker, merci à Lynn, merci au doyen Leonardo et merci à Joseph d'avoir permis que cette émission soit dynamique. J'espère qu'on a pu répondre aux préoccupations des auditeurs, mais si ce n'a pas été le cas, je pense que sur la page de l'Humaniste, ils pourront continuer à interagir avec nous et ce sera avec plaisir qu'on répondra aux sollicitations qui seront... Et quand on recevra encore. Très heureux de revenir. Merci à Charles qui m'a donné l'opportunité de participer à cette émission. On a encore d'autres projets pour le reste de l'année. Je pense qu'ensemble on pourra faire de grandes choses. Merci à tous. Merci à Yves, merci à tous. Vous êtes dans notre émission Code RH. Ici c'est Cocody. Nous avons tous une histoire avec Cocody. Il ne nous a pas parlé de son histoire avec Cocody. On ne le laissera pas partir avant qu'il nous le dise. Pas que, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a une histoire avec Cocody. Il faut qu'il nous dise quelle est son histoire avec Cocody. Yves, dis-nous quelle est ton histoire avec Cocody. Mon histoire avec Cocody est toute simple. Je suis diplômé de l'université de Cocody. D'accord. Donc j'ai passé 4 à 5 années de ma vie d'apprentissage dans la commune de Cocody. Et donc j'étais au campus de Cocody. D'accord. Et donc je vais m'arrêter là. D'accord, ok. Ça veut tout dire. Alors moi je veux vous dire merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis, qui ont participé en nous adressant leurs questions à l'avance. Merci à Christiane d'avoir bien voulu d'avoir fixé quelques images de ce temps d'antenne là. Merci à tous, merci à Marie-Catherine Kouassi qui nous offre l'opportunité de parler de la fonction ressources humaines, cette fonction stratégique au sein de l'entreprise qui, à la faveur de cette pandémie de Covid là, démontre chaque jour plus qu'il n'en faut qu'elle est au centre des décisions. Merci à nos auditeurs. Ici c'est Cocody, nous travaillons pour vous, nous parlons pour vous et nous pensons à vous. Prenez soin de vous, nous comptons, vous comptez pour nous. Merci. Super.